bienvenue. Le travail du matin vaut de l'or et vous nous êtes très précieux et nous nous réveillons chaque matin pour vous rencontrer avec beaucoup de bonheur. Et nous sommes au 3e numéro de cette semaine, Jamin 203, vous allez me dire. Et nous sommes encore très heureux en compagnie de Marco. Bonjour mon très cher. Bonjour ma très chère, ça va bien? Ça va très bien. Alors, vous savez pourquoi elle a la banane, mesdames et messieurs? Parce que hier, tout simplement, Kylian Mbappé a marqué, il a gagné. Parce que c'est la présidente du fan club de Kylian Mbappé. Mesdames et messieurs, bonjour, merci. Comme Kylian Mbappé et son équipe, chaque jour est une victoire sur soi-même, une victoire vraiment pour aller de l'avant. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler de victoire, mais victoire dans le couple, les piliers d'une vie de couple réussie. Ça tourne autour de quoi? C'est la thématique famille qui va inhaler toute cette émission avec bien sûr notre coach, Dr Frédéric Zabi. Mais avant d'arriver à lui, on va passer par beaucoup de contorsions agréables, n'est-ce pas ma très chère? Exactement, et on va se tortiller avec la coach Lola, experte en soft skills. Elle nous parlera aussi de victoire, notamment de personnes qui ont la gagne, le leadership, compétences et qualités d'un leader. Il faudra prendre des notes. Et puis victoire, comment entretenir votre linge de toilette? Ça, c'est la victoire sur la saleté par rapport à notre linge de toilette. Comment arriver à cette victoire qui va rendre votre vie un peu plus agréable? Et lui, c'est sûr qu'il sera victorieux de ces 3 flashs, Afrique, déjà Ivoire, Afrique et Inter. Ce sera dans quelques instants donc. Mais avant aujourd'hui, c'est la victoire de Sainte Béatrice. Nous célébrons donc toutes les saintes. Béa. À côté des Béatrices, on aura les Fulcrans, les Giordano, les Jourdain, les Roland et les Jordan. Donc, ce sont les prénoms victorieux de cette journée. Joyeux anniversaire, mesdames et messieurs, à tous ceux qu'on ne connaît pas, mais qui ont un an de plus aujourd'hui. Nous vous souhaitons joyeux anniversaire, un être annuel de plus agréable. Nous vous souhaitons tout simplement une année en diamant. Maintenant, pour ceux qui sont de notoriété publique, on va essayer de faire un peu le distinguo. Le 13 février 1974, il est né, lui, Robbie Williams. Oui, Robbie Williams, chanteur britannique. Oui, très apprécié. Un des artistes préférés d'un de mes grands frères de l'audiovisuel et de la radio, Yves Dembélé, qu'il aime très bien et qu'on salue respectueusement également ce matin. Et on reste toujours en Angleterre pour souhaiter un joyeux anniversaire à Peter Gabriel, né le 13 février 1950, également musicien britannique. Peter Gabriel, ils sont sûrs que c'est Peter Gabriel ça? Il a changé, hein? Bon, ok. L'âge peut-être. Non, je sais pas, c'est Peter Gabriel. Enfin bref. Allez, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est le 13 février. Vous le savez, qui dit 13 février dit 14 février. Il y a 24 heures seulement qui séparent. Alors j'imagine d'un côté, les garçons les hommes très crispés. Et les femmes qui sont sirènes. Parce que, quelle que soit la fête qu'il y a dans le monde, c'est toujours les femmes qui en profitent. Bref, c'est pas un débat. C'est pas un débat, c'est un axiome. Et demain, la Saint-Valentin, si on veut faire le ratio, les femmes vont recevoir plus de cadeaux que les hommes. Non, les hommes recevront des cadeaux qu'ils ne voudront pas. Sinon, ils recevront des cadeaux. Vos éternels débardeurs. Ah oui, attendez, comme dirait la grande dame. Non, pas ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Du savon? Mais vous voyez ça? Non, mais dans d'autres pays, par exemple, moi, je vois par exemple Betty. La ravissante Betty, Madame Babo qui tient la caméra. Elle, par exemple, je sens qu'elle va offrir un cadeau vraiment digne. Elle va sortir des sentiers battus, des débardeurs, tout ça. C'est ça, débardeurs. Une grande montre sertie de diamants. Sertie de diamants. Et Alix, par exemple, je sais qu'elle va faire un gros cadeau. Un gros cadeau à son mari du matin, qui n'est autre que moi. Malheureusement, le mariage ne dure que 95 minutes. Et justement, les minutes finissent, puisque maintenant, on va atteindre le flash avec Régis Kofi. Bonjour Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Voici l'actualité nationale. La coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire est au cœur des échanges entre David Hall et Daniel Kablan-Duncan. Le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques a été reçu en audience lundi par le vice-président ivoirien, Mama Traoré. David Hale, sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques, en est à sa première visite en Côte d'Ivoire. Lors de sa rencontre avec le vice-président de la République, il lui a été présenté la situation politique et les efforts accomplis par le gouvernement pour consolider les acquis démocratiques du pays. Daniel Kablan-Duncan a fait savoir à son hôte la recomposition du paysage politique, aussi le retour des exilés favorisé par le climat de paix et la reprise du dialogue politique en vue de la réforme de la CEI, Commission électorale indépendante.
Daniel Kablandenka a également assuré le représentant du gouvernement américain quant à la tenue d'élections apaisées, crédibles et transparentes en 2020. Présentant le tableau économique du pays, le vice-président de la République a insisté sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'intensifier leurs échanges commerciaux. Nos statistiques indiquent que le commerce entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire n'a pas progressé de manière très importante, même si les États-Unis sont toujours le deuxième client de la Côte d'Ivoire et le sixième fournisseur de ce pays. Nos échanges sont autour de 920 milliards de francs CFA, soit aux alentours de 1,5 milliard de dollars US. Ces relations commerciales mériteraient donc d'être approfondies davantage, vu l'important potentiel dont regorgent nos deux pays. De nombreuses opportunités d'affaires sont à saisir dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, de l'énergie, des mines, du pétrole, des TIC et de la santé. Au sortir de cet entretien, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires politiques rassure que son pays est disposé à soutenir la Côte d'Ivoire dans ses efforts de développement. We have a strong economic partnership. We're working together to help promote the economic development of Côte d'Ivoire. La situation économique en Côte d'Ivoire est reluisante et ça nous donne des perspectives pour le renforcement de nos relations économiques. En ce qui concerne les perspectives de 2020, le fort engagement des autorités ivoiriennes me rassure que ces élections-là vont se faire de façon juste, transparente et libre. Et cela nous donne beaucoup d'espoir quant au futur de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes disposés à toujours continuer à apporter notre contribution, notre coopération au futur de ce pays. L'établissement des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis remonte au 21 novembre 1961. Après Abidjan, David Hale se rendra à Niamey, au Niger. Réforme de la commission électorale indépendante. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a reçu lundi à son cabinet les propositions des organisations de la société civile. Michel Digri nous en parle. Ils avaient 2 semaines pour élaborer des propositions et les déposer au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce sont 5 plateformes majeures de la société civile ivoirienne qui, après un conclave à Grand-Bassam, apportent leur contribution au débat sur la réforme de la commission électorale indépendante. Et suite donc à nos travaux, nous avons donc sorti 2 documents. Le premier document donc fait une proposition de réforme de la commission électorale indépendante et le deuxième document qui fait donc une proposition de modification du code électoral. Vous savez bien qu'en novembre 2016, il y a une nouvelle constitution qui a été adoptée par la Côte d'Ivoire. Et donc cette constitution implique obligatoirement qu'il y ait une modification du code électoral. En recevant les 2 documents, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a réitéré l'engagement du gouvernement et la volonté du président de la République à œuvrer pour la consolidation de la stabilité du pays à travers cette réforme de la CEI. Le président de la République n'a eu de cesse de rappeler sa volonté, dès après la fin du cycle électoral entamé en 2015, sa volonté de faire droit à toutes les requêtes formulées par les uns et les autres, dès l'instant où cela venait d'acteurs essentiels, n'est-ce pas, de notre pays, pour procéder à une revisite de ces différents textes, de manière à nous faire arriver, n'est-ce pas, parvenir aux élections de 2020 dans un climat apaisé, avec, n'est-ce pas, des dispositions consensuelles. Cette remise de contribution au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité ouvre la voie à une seconde rencontre entre les organisations de la société civile et le Premier ministre comme établi par le mode opératoire des discussions. Le commissariat de police de la ville de Botro dans le Béquet a été attaqué lundi. Le bilan fait état de 3 blessés, essentiellement des policiers en service et d'importants dégâts matériels. Les auteurs n'ont pu être identifiés. L'enquête est ouverte. Makorian Doumbia, Kader Sogodogo. Des individus non identifiés s'en sont pris aux locaux du commissariat de police de Botro. Une attaque perpétrée dans la nuit du lundi 11 au mardi 12 février. Selon le procureur de la République, près le tribunal de Boaké, une rumeur d'arrestation d'élèves serait à l'origine des faits.
Suite à l'appel de Madame le ministre chargée de l'Éducation nationale, les élèves ont répondu à l'appel en se rendant au lycée. Ayant constaté l'absence des enseignants, alors ils ont décidé d'aller déloger ceux qui étaient dans un autre collège privé. La police étant là pour assurer la sécurité des enseignants qui voulaient dispenser les cours et chargée également du maintien d'ordre, les suivait et par la suite, 11 élèves ont été interpellés et conduits au commissariat. Après les conseils d'usage, ils ont été remis à leurs parents. C'est aux environs de 19 h que des SMS ont commencé à circuler, faisant état de ce que monsieur le commissaire de police aurait tué 2 élèves et dont les corps se trouveraient au violon. Les jeunes gens ont commencé alors à s'inviter à venir attaquer le commissariat. Et depuis 20 h... Une situation qui ne restera pas sans suite. C'est le lieu encore de réaffirmer que notre parquet va rester intraitable quant à la lutte contre l'incivisme notoire. Les atteintes aux symboles de l'État doivent faire l'objet de procédures et tous ceux qui seraient interpellés dans le cadre de cette enquête qui vient de s'ouvrir seront déférés au parquet de Bouaké et présentés au juge pour répondre des actes qu'ils auraient posés. Suite à cette attaque, le chef de service du commissariat de Botro, le commissaire Ben Théora et 2 de ses agents ont été blessés. D'importants dégâts matériels sont à noter. Le 8 mars 2019, c'est la journée internationale de la femme. En Côte d'Ivoire, on s'active déjà pour marquer cette journée dédiée à la promotion des droits de la femme. Le 7 février dernier, une conférence a été animée par le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant. La présentation du pagne et les grandes articulations de cette journée du 8 mars 2019 ont été évoquées. Du football, Ligue africaine des champions, l'ASEC Mimosa échoue à domicile. Les jaunes et noirs avaient absolument besoin de la victoire hier au stade Félix Houphouët-Boigny face aux Sud-Africains du Mamelodi Sundowns pour se relancer dans la compétition. Malheureusement, la révolte n'a pas eu lieu. Ils ont concédé le nul au terme du temps réglementaire. 0 but partout, Samuel Metch. Devant le petit public du stade Félix Houphouët-Boigny et privé de Bagaté Salif, son nouvel attaquant, suspendu pour cumul de cartons jaunes, l'ASEC Mimosa a été méconnaissable en première période face aux Sud-Africains. Ahmed Touré, seul en pointe, a du mal à armer une frappe cadrée. Il a manqué du rythme dans le jeu des Mimos jusqu'à la pause. En seconde période, Amani Yao essaie de revoir ses dispositions tactiques en apportant du sang neuf dans le jeu avec l'entrée de Tapsoba Fessal et Agbonji Alex. Ils ont tenté de percer sur les côtés. 60e minute, Tapsoba envoie un ballon en direction d'Ahmed Touré qui tente de le reprendre sans succès. 4 minutes plus tard, toujours Ahmed Touré, cette fois-ci de la tête, est moins rageur et permet au portier sud-africain de se saisir du ballon. Les Brazilians gèrent la suite de la rencontre en se regroupant un peu plus en défense pour stopper les jaunes et noirs. Ils vont finalement obtenir le match nul à Abidjan, 0-0. Un résultat qui n'arrange pas du tout le représentant ivoirien qui n'a plus son destin entre les mains. Il faut remporter ces 2 derniers matchs pour espérer continuer l'aventure. Voilà, c'est tout pour ce 6h. On se retrouve dans quelques instants, à 6h30 pour être plus précis. C'est dommage, hein, la SEC en ce moment-là. Oui. C'est dommage. Hein. Ah, quand les jeunes perpétuellement, c'est un perpétuel recommencement avec la SEC. Mais il faut un peu d'orgueil dans le jeu, quoi. Justement, mais ils apprennent. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur grandit, qu'il a un peu du vécu, il part tout de suite en Europe. C'est vrai. Et ça devrait être un leitmotiv aussi pour les autres. Les gradins qui sont désespérément vides, il faut faire quelque chose. Quoi. Il ne faut pas lâcher. Merci beaucoup, Régis. Grand joueur de foot, attaquant de pointe et qui pointe aussi. Merci, Régis. Merci à vous. Mais bon, nous, on va vous emmener dans un autre sport, des exercices physiques en l'occurrence, le fitness. Aujourd'hui, ça sera avec un saut. C'est particulier, mais regardez ce que ça donne. Bonjour chez vous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, sortez tous les sauts, on va travailler avec un saut aujourd'hui. Un saut, qu'est-ce que c'est qu'un saut? Un saut, c'est ça, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très utile dans les familles africaines. Je pense que plein de personnes, je pense que tout le monde connaît un saut.
On l'utilise tout le temps en fait. Et je pense qu'on peut s'entraîner aussi avec. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alors, on va faire que 2 exercices. J'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos avec un seau pour vous montrer que c'est possible de s'entraîner, de transpirer avec ça. Donc 2 exercices aujourd'hui, un exercice cardio et un exercice pour les abdos. D'accord? Premier exercice, on va poser le seau, on va le mettre à l'envers, de sorte à ce que le bas soit retourné comme ceci. D'accord? On va faire jambe écart, coller les pieds juste derrière le seau, descendre en position de squat, toucher et se redresser. Donc c'est un squat et un jumping jacks combiné. On va pour 20 répétitions. 1, 2, on touche avec la main, on se redresse. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20 répétitions, 15, 16, 17, 18, 19, la dernière. Parfait. On va retourner au tapis, toujours avec le seau retourné. On va se mettre en position de planche, on va faire le gainage. Donc un peu loin du seau, on tend les 2 jambes, on va toucher avec une main et alterner. 20 répétitions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dernière, parfait. On reprend le circuit. Allez, on repart. Deuxième série. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, allez courage, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Parfait. On ramène notre seau devant nous. On retourne sur le tapis. On va se mettre en planche. Mouvement alterné, allez go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez courage encore, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20, parfait. Alors, ce soir terminé avec notre petit saut. Des exercices que vous pouvez faire encore et encore et encore, qui vous seront très utiles à la maison. Je vous dis toujours que c'est très important de s'entraîner même avec rien. Ça ne coûte rien du tout. Vous pouvez utiliser tout ce que vous avez autour de vous pour vous entraîner. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous aider à bouger, malgré le fait que vous n'ayez pas forcément accès à la salle, malgré le fait que vous n'ayez pas assez de temps pour aller à la salle. Notez ces exercices, vous faites le temps dès que vous pourrez, autant de fois que possible, tant que ça vous fait du bien, tant que ça vous permet de brûler des calories, c'est important en fait. Je vous souhaite du courage, je vous souhaite de passer une belle journée et de prendre soin de vous. C'est le matin là et je pense que ça s'annonce bien. Au revoir et à très bientôt. Il y a le saut. Après le saut aussi, il y a plusieurs tactiques hein, et les coachs sont magnifiques. Hein. Il y a le saut, il y a la bouteille d'eau, il y a la chaise, il y a les ballons, il y a l'aérobic, c'est bon pour le dos. Ça fait des années que mon docteur me le dit, c'est très bon pour le dos. Il y a l'aérobic et puis il y a beaucoup de choses quoi. Et puis le truc, c'est, je disais ça à un ami ce week-end, c'est pas de faire les Jeux Olympiques le même jour. 5 minutes, mais de façon régulière, c'est déjà bon pour la santé. Mais il faut faire ça de façon régulière. Même 5 minutes, après ça va 10 minutes, 15 minutes, c'est comme la prière quoi en fait. Et voilà, nous sommes là, on s'en charge hein, de vos 5 minutes. Oui, comme Alix a sa forme bien là, c'est parce que vraiment elle se tue au sport. Et mais elle commence à avoir la peau sur les os aussi. Hein. C'est ce qu'on aime, c'est ça qui est bien, c'est glamour. C'est le style Jackie Kennedy, c'est ce qu'on aime. Jackie, d'accord. Jackie d'Agboville. Donc voilà, on disait, mesdames et messieurs. La suite, Jackie. La suite, Alix. Ce sera avec de la diététique.
On parlera d'un fruit, un fruit-légume en même temps, l'avocat. C'est bien fait. On avait entamé, en tout cas, toutes ces caractéristiques-là la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est la suite. On verra tout ce que nous apporte l'avocat. L'avocat. Délicieux, l'avocat est un fruit excellent pour l'organisme, mais particulièrement pour l'épiderme et la fibre capillaire. Composé de vitamines A, C et E, l'avocat est également riche en nutriments. Nous allons découvrir comment l'utiliser pour les cheveux. Avec l'utilisation du sèche-cheveux, la pollution et le calcaire, nos cheveux sont mis à rude épreuve. Pour les entretenir, il est important de les nourrir et de les hydrater régulièrement. Comme pour l'épiderme, l'avocat est également très efficace sur les cheveux. Il permet de lisser les écailles tout en restructurant les pointes. Pour réaliser un soin maison sur mesure, vous pouvez écraser un avocat entier dans un récipient. Ajoutez ensuite une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de yaourt et une cuillère à soupe de miel. Mélangez bien les ingrédients, puis appliquez le mélange sur les longueurs en évitant les racines. Après 30 minutes, vous pourrez rincer vos cheveux. Et pour celles qui ont les cheveux particulièrement abîmés, vous pourrez faire un bain d'huile d'avocat. Il faut répartir l'huile sur les cheveux, puis les enrouler dans une serviette chaude avant, si vous le voulez faire votre shampoing ou vous coiffer. Une idée de recette avec l'avocat? Oui, la guacamole express venue du Mexique. Il nous faut 2 avocats, un citron, une tomate et de l'oignon, du sel, du poivre ou autre épice. Coupez l'avocat en 2 et mixez la chair dans un bol. Coupez les tomates et l'oignon en petits morceaux. Mettez tous les ingrédients dans un bol. Mélangez et servez sur des toasts ou tranches de pain aussitôt. Cette guacamole peut remplacer aussi la mayonnaise dans un sandwich. Bon appétit! « 6h18 à la Riviera 2, c'est à Cocody, à Abidjan. Et puis, vous savez, avec l'avocat, ça donne envie. On va prolonger cette envie-là et parler aujourd'hui de petit-déj, mais petit-déj estampillé Saint-Valentin. Avec Christelle Akoussa qui réalise cette émission. On a sélectionné des petits-déj amoureux pour vous. Voici ce que ça donne. Et voilà, on a un bon petit café en forme de cœur, dans une tasse, voilà, en forme de cœur. Ça donne des idées pour le petit-déj de demain, au lit. Pardon? Ben oui. Ah, oui. Mais c'est des surprises qu'on pourrait faire au monsieur, justement, vous qui vous plaignez de ne jamais avoir de surprise. Le petit-déj sur le plateau ici, là, parce que lit, là, c'est ne vous inquiétez pas, pour le plateau, c'est quelque chose de spécial. Ah bon, demain, spécial. ça sera vraiment très spécial. Deuxième image. Waouh! J'espère que vous n'allez pas nous monter une sauce graine avec du cœur dedans. Avec des chocolats à côté. C'est très bon, c'est très bon. Parce qu'on a tout vu ici. Alors, regardez le chocolat, ça c'était très bon. Là, c'était joli. Oh, regardez la suite, regardez la suite. Happy Valentine's Day. On toujours a des du idées. café. On peut avoir ça à Abidjan. Abidjan, on a tout. Hein. On peut avoir ça à Abidjan. Hein. N'est-ce pas, Régis? L'appel est lancé en tout cas pour des personnes qui... Vous pouvez déposer ça devant la télé et on va nous donner. Ensuite, on termine avec, ou bien on continue avec... Ouh là 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 là, regardez comment c'est. Des œufs au plat en forme de cœur. Oh, c'est trop avec joli, un ça. bon croissant à côté. Oh là là là. Et le café amoureux. On est amoureux. Il y a de l'amour dans l'air, en tout cas. Il y a une dernière image, une dernière pour la route. Ouh là là Ça, là c'est là un là. petit déjeuner complet. Après, vraiment. ça se déguste en vacances, ça. Avec une belle vue.
la plage à perte de vue, la mer à perte de vue. Oh, le week-end aussi, hein. La Saint-Valentin peut-être différée. Le chant des oiseaux. Voilà. Le chant des oiseaux et puis une musique. En tout cas, on vous a donné des idées pour cette fête. Langoureuse. Bon, on se réveille, on est au travail. Hein. Marco, travail. Et puis voilà, on continue. Une idée pour la route. Ça tombe bien, le point route maintenant. On va voir un peu, on va prendre la température, pas amoureuse, hein, mais la température sur les principales artères de notre capitale économique. Et Abidjan nous accueille avec cette première voie, le pont de Gaulle notamment, avec ce balai plutôt timide. Ah, le bus est passé? Voilà. Le bus, il est régulier, ouais. Non, la Sautra, vous travaillez encore, franchement. Ah ouais, c'est vrai. Régulier maintenant. Bon, en tout cas, la circulation y est très fluide et puis c'est calme. Hein. C'est tôt le matin, on y va tout doucement, il n'y a pas à se presser, ça va. Ça va, on n'est pas en retard. Prenez notre temps. Ok, Latry. Aznavour, pardon. Marco Aznavour, ça va, là ça marche. Les gens ne sont pas encore pressés. On dirait qu'ils ont fait leur course pour la Saint-Valentin il y a quelques jours. Il n'y a pas le balai habituel. Non, les Ivoiriens oui, parce sont que magnifiques. Voilà, c'est aujourd'hui normalement, mais bon, on dirait qu'ils ont pris un peu de l'avance. Les Ivoiriens ne sont plus les gens de dernière minute. Ils ont pris de l'avance. Notamment les Abidjanais, ils ont déjà tout géré, surtout les hommes. Ça rassure tout ça. Oui, ils ont bien géré. Ça veut dire que les cadeaux sont déjà... On va faire des surprises magnifiques à nos compagnes, à nos femmes, à nos copines. À nos Donc, je parle de différentes catégories de personnes. C'est-à-dire, moi, Marco, je représente les hommes. Et dans les hommes, il y en a qui sont mariés, qui ne sont pas mariés, tout ça. Donc, je cite quoi. Je ne dis pas pour moi. C'est pas pour moi. La précision est de taille. Hein. Sinon, moi, mon sort est déjà... Oui, c'est scellé. Allez, la suite. La suite, c'est avec un cas pratique. Vous l'annonciez à l'entame de cette émission. On parle de comment entretenir votre linge de toilette. Voilà, les serviettes de bain, comment les laver. Il ne faut pas les utiliser sur une longue période. Franchement. Il faut vraiment en prendre soin parce que ça y va de notre santé aussi. Parce que les hommes aussi... on se plaint que les femmes nous donnent des débardeurs, des trucs, parce qu'on a l'habitude de porter ça pendant longtemps et c'est pas bon. Mais voilà, donc il faut changer à chaque fois. Il faut changer à chaque fois. Les femmes, elles sont très alertes sur ces choses-là. Bon, elles ont décidé d'arrêter pour cette année 2019. C'est la dernière année. En tout cas, 2018 était la dernière année où les femmes offraient des débardeurs et des caleçons. Ne prenez pas d'avance sur la tristesse. Maintenant, elles vont passer à une autre dimension. Et leur représentante sur le plateau, Alix, est d'accord. Élément, on y va. Le linge de toilette. Le linge de toilette se salit très rapidement. Il faut dire qu'il est en contact permanent avec un grand nombre de saletés. Utilisation après utilisation, il se gorge de poussière, de bactéries, de sécrétions humaines comme la salive ou la transpiration, de résidus de crème et de maquillage, de poils, etc. Il est également en contact direct et quasi permanent avec l'humidité, ce qui accentue la prolifération de bactéries. Puis, il finit par perdre sa texture. Comment donc en prendre soin? C'est notre cas pratique du jour. Les serviettes classiques et les draps de bain se lavent tous les 2 ou 3 jours. Les petites serviettes qui font office d'essuie-main se lavent tous les 2 jours. Les gants de toilette ne s'utilisent qu'une seule fois, ensuite au lavage. Pour garder sa belle couleur d'origine, ajoutez du vinaigre blanc à votre eau de lessive. Le vinaigre ne laisse pas de mauvaise odeur sur le linge. Versez un petit verre de vinaigre blanc directement sur votre linge déjà trempé. Vous aurez le plaisir de retrouver vos serviettes, gants de toilette tout doux. Une autre astuce. Vous pouvez aussi rincer vos serviettes avec du jus de citron. Il suffit de verser le jus d'un citron entier dans la bassine en guise d'adoucissant.
voilà votre linge qui retrouve sa couleur et sent bon. Il faut privilégier le blanc. Parce que le blanc, en fait, on a l'habitude, on peut voir tout de suite un peu le degré de propreté ou pas. Alors que quand c'est la couleur, des fois, on a tendance à s'y méprendre un peu. Donc, l'idéal, hein, ce serait le blanc. Là, tout de suite, on est alerté, on sait que, attention, il y a des choses à faire au niveau du ménage. Donc, il doit rester toujours blanc, immaculé. Oui, c'est tellement beau et bon quand c'est blanc comme ça, avec l'odeur de la propreté. C'est bien pour la santé, hein, mine de rien. Ça sent la lavande, le jasmin, tout ça, le oud. Moi, j'aime bien l'oud. Quand c'est un peu boisé aussi, j'aime pas. Tout ça, c'est bon. Ah oui, comme votre senteur. Ouais, c'est un peu boisé, oui. C'est vrai. On a tous les secrets de fabrication de la matinale ici. 6h25, mesdames et messieurs. Dans une minute et quelques, on a le flash. Oui, le deuxième. Le deuxième, mais une citation quand même de Victor Hugo. Ça concerne bien sûr l'amour. Le premier symptôme, écoutons bien, hein, le premier symptôme de l'amour vrai chez un jeune homme, c'est la timidité. Chez une jeune fille, c'est la hardiesse. C'est-à-dire quand un jeune homme est amoureux, la meilleure manière de voir ça, c'est sa timidité. Et chez une femme, c'est une jeune fille, c'est sa hardiesse. Voilà. C'est Victor Hugo qui le dit et c'est pas moi. Et Honoré de Balzac renchérit pour dire que l'amour est la poésie des sens, tout simplement. Donc, allons toujours dans le sens de l'amour. La main sur le cœur. Et puis Oscar Wilde, pour terminer, les femmes gâchent les plus belles histoires d'amour en voulant qu'elles soient éternelles. Attendez, monsieur. C'est lui qui l'a dit, franchement, c'est pas moi. Ça n'engage que Alors, lui. on va clore ce débat parce que je connais Alice, on va pas terminer tout de suite. Mais il faut que ce soit éternel. 6h26, voilà. L'amour, ça peut être éternel dans la tête. Mais des fois aussi, c'est pas mal de rompre. Coach Laura a dit que l'amour dure 3 ans. Coach Zabi dit autre chose. Demain, le duel des coachs à Matin Bonheur, dans Spécial Matin Bonheur. Est-ce que l'amour existe encore? L'amour existe-t-il encore? Grande question. Demain, Matin Bonheur, spécial Saint-Valentin. Je n'en dis pas plus. Le flash et on se retrouve après. Merci de nous rejoindre dans ce développement de l'actualité. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. On démarre en bref. En Haïti, les 78 détenus de la prison de la ville d'Akin dans le sud du pays se sont évadés hier à la mi-journée. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la police nationale. Au Sénégal, la gendarmerie a arrêté plus de 20 personnes et saisi des armes après la mort lundi de partisans du parti au pouvoir dans des heurts avec ceux de l'opposition à moins de 2 semaines de l'élection présidentielle. L'opposant camerounais Maurice Kamto et plusieurs de ses partisans arrêtés fin janvier après une manifestation contre la réélection de Paul Biya en octobre sont privés du droit de visite et d'assistance de leurs avocats. C'est ce qu'a dénoncé hier le collectif d'avocats qui les représente. Maurice Kamto et certains de ses partisans sont détenus depuis plus de 2 semaines maintenant. Ils se faufilent entre les townships et les champs de maïs en sifflant au soleil levant. Après 13 ans d'interruption, les chemins de fer du Zimbabwe viennent de relancer un train de banlieue fiable et bon marché. Une révolution dans un pays étranglé par une crise sans fin. Reportage. Il faut arriver à l'aube pour ne pas le rater. Chaque matin, à Cardway Park, ces passagers attendent le seul train de banlieue du Zimbabwe. Direction Bulawayo, la deuxième ville du pays, située à une vingtaine de kilomètres. Le gouvernement a relancé la ligne en novembre dernier. Un soulagement pour les travailleurs dans un pays miné par la crise économique. Ils sont arrivés comme des sauveurs des habitants de Bulawayo parce que maintenant on peut travailler pour quelque chose de plus, pas seulement pour payer les transports. Le service avait été suspendu pendant 13 ans sous le régime de Robert Mugabe. Autrefois surnommé le grenier de l'Afrique, le Zimbabwe a vu son économie dégringoler sous son long règne. Malgré sa démission en 2017 et l'arrivée au pouvoir d'Emerson Mnangagwa, l'inflation continue de monter en flèche. Et avec elle, les prix des moyens de transport, comme le minibus. 1,5 $, c'est très cher pour nous. Donc c'est mieux de prendre le train, ça coûte 50 centimes. C'est moins cher et il nous reste de la monnaie pour acheter du pain, des légumes pour nos enfants à la maison de temps en temps, mais les temps sont très durs pour nous. C'est pas facile de survivre.
La ligne de train a facilité le quotidien de nombreux usagers, mais certains craignent que l'initiative soit de courte durée et demandent des réformes plus profondes. Face aux problèmes actuels, si le gouvernement réduit le coût de l'essence, les minibus pourront peut-être ajuster leur prix à celui de l'essence. À l'aller comme au retour, le train est toujours plein à craquer. Mais pour ces banlieusards, le train de la liberté, comme on le surnomme ici, reste la meilleure option pour aller au travail ou étudier. Aux Comores, on parle de hold-up, de forfaiture au coup tordu. L'élimination par la justice des deux principaux adversaires du chef de l'État, Azali Assoumani, de la course à la présidentielle, a suscité l'indignation et l'abattement de l'opposition. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité africaine. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7 h pour le développement de l'actualité internationale. Merci à vous, Régis. Alors, à tout de suite. Entend-vous petit déjeuner maintenant ou pas? Non, je vois votre regard se fixer sur nos petites galettes là. Ça vous intéresse maintenant? Changer d'avis? Ben non. Toujours le croissant. Régis, toujours le croissant. On dit la vérité au public. Hein. Tout à l'heure, vous avez lorgné dessus. Ce qui vous a bloqué, c'est que vous deviez faire le flash. Donc, on va regarder. Il y en a, hein. Il y en a. Vous voulez? Vous pouvez tester pour une première fois. Peut-être que je vais me rappeler un peu de... Allez-y. Voilà, testez. Juste aujourd'hui, ça pourrait vous changer du croissant. Après 7 h. Après 7 h. Okay. D'accord, il y en aura encore. Ne vous inquiétez pas. Régis, ne nous poursuivez pas. En temps, si je me fais livrer les croissants, bon... C'est pas des croissants. C'est des beaux flottos. Ce qu'on appelle... Comment on appelle ça quand on était à l'école? Quel genre? Je sais pas. Ça, c'est beignet au poisson. Ah, dabagaou, dis donc. Ça va vous livrer. Merci beaucoup, Régis. Merci beaucoup. Merci à vous, Régis. Il se fait livrer ses croissants chaque matin. Régis. Mais un jour, on va vous montrer des images de Régis marchant dans la cour de la il y a autre chose que du croissant. Ça, c'est mon exclusivité. Le dernier jour, le 28 juin. C'est ça, la dernière émission. C'est ça, le 28 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant dans notre besace matinale, ma très chère Alix? Mais avant que Régis revienne pour son dernier flash, nous on reçoit avec beaucoup de plaisir la coach Lola. Nous sommes là pour la chronique coaching. Exactement. Et aujourd'hui, elle va nous donner de manière exhaustive toutes les compétences et les qualités que devrait avoir un bon leader. Un bon leader. C'est ça. Nous allons parler aujourd'hui donc de leadership. Et qui dit leadership dit plein d'idées, plein de définitions. Chacun a plus ou moins sa compréhension de ce qu'est un leader et ce qu'est le leadership. Et on va dire qu'il y a une multitude de définitions quand on tape sur Internet, on fait des recherches. Et je pense que de toutes ces définitions va ressortir justement cette confusion qu'on a. Parce que généralement, quand on demande à une personne c'est quoi un leader, et même encore plus surprenant, lorsqu'on demande à une personne est-ce que tu te considères comme un leader, tout le monde se dit ah non, pas moi, c'est pas pour moi et tout. Parce que généralement, quand on pense à leader, la plupart des gens pensent à des actes de bravoure incroyables, inimaginables, que d'autres personnes vont faire. Et pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas leader? Parce qu'également, lorsqu'on fait des recherches, les photos et les images qu'on voit, on ne se voit pas dedans. On voit des personnes qui sont juste inaccessibles et qu'on voit de loin, qui font des choses extraordinaires. Alors, petit coup de rattrapage avec Lola, quand on vous a, on en profite. C'est qui ou c'est quoi un leader? Justement, moi j'aime bien utiliser, on va dire, une citation d'une personne, justement, d'un leader incontesté et incontestable, planétaire, galactique, comme vous voulez. Qui n'est que Marcelin Gouvoy. Oh oui, justement. Alors là, j'apprécie un peu de modestie. Non, j'ai pas voulu être modeste, justement. C'est justement ce qu'il faut. Voilà. Mais on va revenir à ça tout de suite. Merci beaucoup. Parce que justement... Il faut que ce soit accompagné aussi d'une manière, d'une forme. On va y arriver tout de suite. Parce que justement, tous les téléspectateurs qui nous regardent doivent comprendre qu'ils ont ce leadership-là et qu'ils sont des leaders et qu'ils doivent se réveiller. Parlons de définition, justement, je voulais parler de Nelson Mandela et après peut-être je prendrai une citation de Marcelin Gouvoy, le leader de l'année. Et Amen. Donc, quand on prend Mandela disait souvent qu'une action sans vision, c'était une perte de temps. Et une vision sans action était juste un rêve. Mais l'action associée à la vision pouvait changer le monde. C'est une belle définition du leadership. L'action et la vision. Mais généralement, ça fait peur. Les gens se disent justement, mon Dieu, quelle vision je dois avoir? Comment est-ce que je vais changer le monde? Mais si on revient à une définition beaucoup plus simple du monde,
Le monde, c'est quoi? Un groupe de personnes. On n'a pas besoin de changer combien de milliards de personnes qui vivent sur la planète. Le monde, c'est l'environnement dans lequel on vit. Le monde, c'est l'université où tu pars tous les matins. Toi qui regardes Matin Bonheur et qui est en train de faire ton sac de l'école. Le monde, c'est la cour commune où tu vis, où tu balaies tous les matins. Le monde, c'est le travail où tu vas, où tu as une multitude de collègues autour de toi qui ne t'attendent que toi, le leader, que tu arrives à t'exprimer. Le monde, c'est tout ça, tous ces environnements dans lesquels on se développe et on évolue. Donc changer ce monde, on se demande mais comment je vais arriver à changer? Je veux donner une autre définition du leadership. Le leadership, c'est la valeur ajoutée qu'on va apporter aux gens autour de soi. Comment est-ce qu'on les amène à devenir de meilleures personnes? Le leadership, c'est donc l'art de motiver, d'inspirer, de fédérer, de transformer positivement l'autre, l'environnement dans lequel on est. Et une autre définition que j'apprécie encore du leadership, c'est-à-dire pour le leader, c'est une personne qu'en sa présence, c'est-à-dire en sa présence, il arrive à produire des transformations positives. Et il arrive à maintenir ces transformations positives même dans son absence. Wow. Lorsqu'on regarde un leader, c'est véritablement ça. Sa présence transforme, amène les gens à passer à l'action. Et son absence n'arrête pas cette transformation-là. Quand il n'est pas là, la transformation, le changement est maintenu. Si on regarde ces définitions, ces différentes définitions du leadership, je voudrais tout de suite dire à ceux qui pensent que le leadership, c'est le poste, la fonction, que ce n'est pas du tout ça. Le leadership, ce n'est pas la fonction, ce n'est pas le métier, ce n'est pas la position ou le titre. Et très souvent, je pense que beaucoup de leaders perdent le respect des autres parce qu'ils pensent que le titre va apporter une forme de leadership et nécessite et impose un respect. Non, c'est quelque chose qui se gagne. Donc, il faut faire très attention. Je pense que les personnes qui sont amenées à des fonctions, à des responsabilités, doivent faire encore plus attention parce qu'ils manifestent moins leur leadership, parce qu'ils s'attendent à ce que ça découle du titre. Pas du tout. Le leader, ce n'est pas la personne qui est bien née, qui a une bonne situation, qui a des connexions, qui a un bon réseau. Ce n'est pas ça, le leader. Le leader n'a rien à voir avec le QI non plus. Bien que c'est vrai que quand on regarde les leaders, ils ont souvent des QI élevés, mais ce n'est pas la condition sine qua non pour devenir leader, le niveau du QI. Le leader aussi, ce n'est pas celui qui a beaucoup de zéros sur son compte en banque. Il faut qu'on soit tous délivrés de ces mauvaises définitions du leadership. Alors, quelles sont les compétences ou les qualités d'un leader? Alors, revenons aux qualités d'un leader. Moi, je dirais, on va parler je vais peut-être donner 7 qualités, compétences de leader pour permettre aux gens de rapidement s'identifier et voir comment est-ce qu'on arrive à exprimer son leadership. Alors, le leader va être une personne qui va être responsable. C'est-à-dire que lorsqu'il va avoir un problème, une situation, un raté quelque part, etc., il ne va pas dire c'est la faute de telle personne. Oui, telle personne, appelez-moi telle personne, que cette personne la fasse. Oui, ça c'est vrai. Le leader, c'est une personne qui est responsable et qui prend ses responsabilités et qui est prêt même à prendre les coups, assumer les coups pour les autres. Le leader, c'est une personne qui est intègre. Parce que si tu n'es pas intègre, les gens n'ont pas confiance en toi. Les gens n'ont pas confiance en toi et donc, comme on a dit, le leader, c'est quelqu'un qui motive, qui fédère, qui amène les gens à poser de bonnes actions. Pourquoi est-ce que je ferais comme toi si je pense que tu n'es pas intègre et que tu fais des choses qui ne sont pas bien? Ça ne marche pas. Donc l'intégrité est nécessaire. L'intégrité est nécessaire. Un autre aspect, c'est que le leader, c'est une personne qui dégage une énergie positive. En présence du leader, on est heureux, on est bien dans la tête, on n'a pas envie qu'il parte. C'est quelqu'un qui nous inspire, qui révèle des aspects de nous qu'on ignorait, etc. Bon, si tu passes ton temps à critiquer, tu passes ta vie à te lamenter, tu te plains pour tout. Dès que tu te réveilles, tu te plains. Avant de te coucher, tu te plains. Quand tu manges, tu te plains. Tu respires la plainte, tu murmures. On peut t'appeler murmura ou murmurion. Si c'est ça, on va dire ton quotidien, tu ne pourras jamais manifester le leader qui est en toi parce qu'il est là. Mais c'est juste quelques petites compétences ou bien quelques ajustements et réglages que tu dois faire. Le leader, c'est également une personne qui va facilement déléguer. Quand on dit déléguer, c'est-à-dire, par exemple, quand on prend les managers, et ça pourrait faire même l'objet d'un autre sujet, la différence entre le leader et le manager. Mais généralement, les managers, qu'est-ce qui se passe? Ils ont du mal à déléguer. Il est trop fort, c'est le super-héros, il ramène tout à lui, tout c'est lui, le plus fort c'est lui. Même quand il parle, il le dit. La science infuse à la limite. Exactement. On parlait de la confiance que les autres vont avoir
en soi lorsqu'on est intègre, mais il y a également la confiance qu'on donne aux autres. Ça également, c'est une marque de leadership. Lorsque tu es assis à la table avec une personne et que tu valorises ses idées, tu valorises ce qu'il dit et que tu es prêt à lui confier des choses, c'est une forme de leadership. Parce que tu arrives à te dire que je peux suffisamment coacher, former, conduire cette personne à la destination sans que je sois forcément derrière sa tête avec le bâton pour dire, toi là, si tu te trompes, tu vas voir. Donc, cette capacité à déléguer. Donc, on a vu quoi? On a vu l'énergie positive, on a vu le sens de la responsabilité, on a vu l'intégrité, on a vu la capacité à déléguer. Non, allez-y. Voilà, donc justement, on a également le leader qui montre l'exemple. Donc, montrer l'exemple, c'est de dire, ne pas simplement s'arrêter à dire voilà ce qui est bien à faire. C'est-à-dire, moi, je suis assise là aujourd'hui, si je ne montre pas l'exemple de ce que je suis en train de dire, je me trompe. Je ne suis pas en train d'exprimer une forme de leadership. Je dois moi-même me mettre en question, me remettre en question et puis me poser la question. Est-ce que quotidiennement, je montre l'exemple de ce que je suis en train de dire? Donc, tout le monde à son niveau, quel que soit ce que tu es en train de faire, il faut montrer l'exemple. À la maison, tu as une nounou qui ne fait pas les choses comme tu veux, montre l'exemple. Tu as tes enfants qui ne font pas ce que tu veux, montre l'exemple. Tu es au bureau, tu es le manager, tu n'es pas content de ton équipe, montre l'exemple. Tu parles de ponctualité, mais toi-même, tu es tout le temps en retard. Ce n'est pas un acte de leadership. Il faut montrer l'exemple. Et enfin, il faut être accessible. Très souvent, on voit ces personnalités-là, on se dit, oui, ce sont de grands leaders. Mais très souvent, malgré le fait que ce sont des personnes qu'on ne voit pas quotidiennement, dès que ces personnes-là sont en contact avec une foule, un groupe de personnes, ils ont cette capacité-là à se rapprocher des gens. Quand ils arrivent au bureau, les grands leaders, quand ils arrivent dans leur société, ils saluent tout le monde, depuis le gardien jusqu'à la femme de ménage. Il faut être accessible lorsqu'on est leader. Mais ça, coach, ça, il faut bien le dire, parce que chez nous, en Afrique, le leader est trop déifié et ça nous met en retard. Exactement. Il y a une personne qui va attraper son sac, attraper son manteau, bon, il n'y a pas d'hiver ici, attraper son écharpe, tout ça. Il y a une certaine déification du leader en griffe, parce que moi, j'appelle ça le leader en griffe. Alors, cela m'amène à ma question. Quelle est la différence fondamentale dans un groupe entre le manager et le leader? Parce que bien souvent, le manager n'est pas forcément le leader. Dans un groupe, ça peut être le leader, peut ne pas être le manager. Le manager va véritablement, c'est une fonction. C'est une fonction qui est vraiment liée au fait que par rapport à des opportunités, par rapport à un parcours académique, on se retrouve à un poste donné. Ça, c'est un manager. La grande différence entre le manager et justement le leader, ça va être que le leader va être motivé et va justement véhiculer une vision. Le manager, lui, va penser surtout aux objectifs. Donc, le manager va surtout se dire, il y a des procédures à exécuter, il y a des choses à faire, il y a un rythme à maintenir. Le leader va se dire, voilà le monde idéal dans lequel on doit travailler. Le manager va être une personne qui, face au risque, va être totalement en panique. Il va chercher à contrôler, à limiter, à réguler le risque. Le leader est prêt à prendre tous les risques pour atteindre sa vision. Nelson Mandela n'était pas le leader de l'ANC. C'est ce que les gens oublient souvent. Il n'était que peut-être au troisième échelon, 2, 3 en bas. Il y avait Sizulu, Tembo, les Govan Mbeki. Et lui, il était en bas. Mais c'est lui qu'on retient aujourd'hui. Exactement, exactement. Donc ça, c'est quelques éléments comme ça qui permettent de voir que la différence entre un manager et un leader. Le leader, c'est une personne qui vous motive pas avec l'argent. Ce n'est pas un système de j'ai bien fonctionné, j'ai bien travaillé, j'ai une récompense ou j'ai une punition. Le leader, ce n'est pas comme ça. Le manager a des personnes qui le craignent. Le leader a des fans. Il a des fans, des personnes qui le suivent et qui ont juste envie de faire, d'épouser et d'adhérer à cette vision-là. Donc ce sont des choses comme ça. Quelle est la limite pour ne pas que ça arrive à la déification? Alors, c'est justement parce que, on va dire, le leader va être une personne accessible, une personne humaine, une personne simple, et là même, je vais même dire une personne serviable. Ça, c'est également une des grandes caractéristiques des grands leaders. Les grands leaders sont des personnes qui sont prêts à servir. Je vais vous donner, et vraiment sans qu'on leur demande dans l'anonymat. Dans l'anonymat total. Il n'attend pas, non, il n'attend pas les récompenses. Justement, le manager, il a besoin que chaque année, on lui donne une promotion. Il veut que chaque année, on le reconnaisse, qu'on lui donne des prix, qu'on dise que oui, c'est le manager de l'année. Le leader, il n'a pas besoin de tout ça. Il a besoin que les choses soient transformées, changées pour de bon dans la durée. Et lorsque je prenais le cas du manager serviable, je donnais un petit exemple, quelque chose qui m'est arrivé récemment. Et parce que je veux vraiment mettre en avant le fait que le manager, c'est pas forcément celui qui est le leader, c'est pas forcément la personne qui est au-dessus de soi. Ça peut être la personne en dessous de soi.
Ça peut être la personne au-dessus de toi qui t'apprend des choses incroyables, qui te donne des leçons que tu vas garder toute ta vie. Et il y a quelques jours, au bureau, donc, je me suis retrouvée au bureau avec mes enfants. Je devais, on va dire dans un emploi du temps chaotique, je me suis retrouvée avec eux là-bas. Et donc, j'avais une deadline à respecter. Donc, il y avait pas mal de choses qu'on devait finaliser avant que je puisse rentrer avec eux. Donc, mes amis, restez à côté, soyez calmes. Des petits garçons, vraiment, ce que j'ai dit, c'est vraiment... c'est passé inaperçu. Hein. Donc, grabuge, on s'amuse, on pense qu'on est, voilà, société, on va s'amuser, les feuilles, l'imprimante et tout ça. Et j'ai un collaborateur qui se lève, qui les prend, qui les amène à l'extérieur. Et puis, je les vois de l'extérieur, de là où je suis, et je le vois en train de parler aux enfants et tout ça. Les enfants qui le regardent, waouh, qui l'écoutent. Je dis, mais lui, il est en train de dire quoi à ces deux gars-là? Et les gars rentrent après dans le bureau, beaucoup plus calmes, avec une feuille, en train de dessiner, tout ça, calmement. Et depuis, quand ils reviennent, ah oui, quand ils reviennent, ils sont comme ça, ils prennent des feuilles et ils commencent à décider. Pour eux, c'est leur tonton Yves. Tonton Yves a dit, tonton Yves a dit. Qu'est-ce que tonton Yves a dit? Tonton Yves a dit. Et moi, je parle de tonton Yves dans sa qualité de leader. Parce qu'il a vu un problème. Il a vu que son boss avait une deadline qui le concernait, qui n'allait pas pouvoir être respecté si le boss ne pouvait pas se concentrer. Il a pris sur lui, de manière serviable, sans qu'on lui demande, sans qu'il soit payé pour ça, de parler à ces deux petits, on va dire, enfants très sages, parce qu'on ne va pas dire qu'ils sont le contraire, on va dire ce qu'on veut. On va positiver. À ces deux enfants très, très, très sages. Écoutez, vous devez... Bon, enfin, je ne sais pas, j'imagine ce qu'il a pu leur dire, parce que je n'étais pas là. Mais j'ai vu le résultat. On disait quoi tout à l'heure? L'impact qu'on va avoir, un impact positif qu'on va avoir sur une autre personne en sa présence et qui va rester même quand on n'est pas là. Et les enfants ont gardé cette habitude-là. Et ça il a été serviable en le faisant. Ouais. Et c'est les exemples comme ça qu'on en a une multitude. Et il y a eu la manière, il n'a pas crié. Voilà. Et il n'est pas parti dire à tout le monde, j'ai calmé les enfants du boss pour que le boss puisse bosser. C'est moi j'ai fait ça, c'est moi j'ai fait. Et il n'est pas venu dire, coach, voilà ce que j'ai fait pour calmer vos enfants, pour que vous puissiez bosser. Mais je l'ai vu. Et ça, c'est un autre point qu'il faut qu'on retienne, parce que c'est ce qui fait que très souvent, on ne se sent pas soi-même leader. Parce qu'on ne nous dit pas l'impact qu'on a. Je prends le cas de tonton Yves. Est-ce que j'ai dit à tonton Yves, au moment où il a fait tonton Yves, tu es fantastique? Là, je le dis devant la télévision nationale. Donc, tonton Yves, merci. Mais au bureau, je ne l'ai pas fait. Donc, au quotidien, tonton Yves ne sait pas que moi, il m'a impacté. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde, au quotidien, du matin au soir, pose des actions, impacte l'entourage, le monde, le milieu dans lequel on est. Et parce qu'on ne nous dit pas vraiment, tu as transformé ci, tu m'as permis de faire ça, tu m'as amené à changer ma vision, etc. On ne se sent pas leader. Et donc, ça ne nous motive pas à être davantage leader. Je prends ça également, on va dire, cette opportunité-là pour féliciter et demander aux téléspectateurs qui nous suivent partout de féliciter ces deux personnes qui se lèvent quotidiennement tous les matins. Elles sont où? Pour de là où ils sont. On entend les applaudissements partout dans le monde pour Alix et Marco parce que c'est fantastique ce qu'ils font. Et toutes ces personnes derrière la caméra, parce que Matin Bonheur, tous les matins, on parle de motivation, on parle de bien-être, on parle de beaucoup de choses. Vous impactez des vies. Et on ne va pas vous le dire souvent. Donc au quotidien, si on demande à la personne qui est juste derrière cette caméra que je regarde, tu es un leader, il ne réalise pas. Mais se tenir là et de tenir la caméra et de prendre les bons angles et d'amener les gens à mieux comprendre ce que je suis en train de dire, c'est un acte de leadership. Nous sommes tous des leaders. Vous allez me faire pleurer. Ne pleurez pas, ne pleurez pas. Ça va aller, ça va aller. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que nous... Comprenez mon émotion. Chaque matin, on est là. On le fait de bon cœur. Et il faut qu'on le sache. Chacun doit comprendre et continuer à le faire. Faire poser beaucoup plus d'action, beaucoup plus d'attention pour les autres et amener ce monde à être un meilleur monde. Comprendre le volet extraordinaire qui est en chacun de nous, cette puissance que nous avons à changer le milieu dans lequel nous sommes. Et nous serons tous des leaders confirmés. Comment percer justement la connaissance de son leadership ? Alors, moi, je dirais que la connaissance de son leadership, c'est vraiment un exercice. Beaucoup de personnes se posent, il y a beaucoup de polémiques, de dissertations, de philosophie autour du fait, est-ce qu'on est leader, est-ce qu'on devient leader, etc., etc. Alors, il y a des psychologues qui sont arrivés à une conclusion pour dire qu'il y a un tiers qui vient d'un état, c'est-à-dire on est avec.
C'est-à-dire il y a un tiers de ce leadership-là avec lequel on atterrit sur Terre. Et puis après, on a deux tiers qui se développent, justement à partir des compétences. C'est-à-dire, on a parlé de 7 qualité du leader tout à l'heure. Si vous développez ça au quotidien, si vous prenez conscience de où vous êtes par rapport à ça, on prend l'intégrité. Si tu n'es pas trop intègre, que tu as du mal avec l'intégrité, tu te soignes et tu vas voir que ton leadership va progresser. Pareil pour les autres aspects. Donc à chaque fois, il faut se poser la question, comment est-ce que je peux devenir un meilleur leader? Et à ce moment-là, on va travailler, on va monter en leadership. Mais après, il y a un autre élément. Il faut voir que les leaders ont certaines, on va dire, ont comme un dénominateur commun. Ce sont des personnes qui ce sont de grands storytellers. Les storytellers, ce sont des personnes qui savent raconter des histoires, plutôt que de donner des instructions. C'est-à-dire que quand tu prends une personne et que tu veux l'amener à faire une action, à poser une action, plutôt que de lui dire, voici le mode d'emploi, voici le règlement intérieur, voilà ce que tu dois faire. C'est préférable de lui raconter une histoire qui touche son quotidien et qui l'amène à prendre conscience de voilà. Et à ce moment-là, il va véritablement absorber le message. Les leaders sont de grands storytellers. Quand on prend Barack Obama, il est exceptionnel en storytelling. Quand on prend Oprah Winfrey, exceptionnel. Quand on prend Wangari Maathai, quand on prend Denis Mukwege. Merci, Mère Teresa, exceptionnel en storytelling. Ce sont des personnes qui racontent des choses, qui n'ont pas peur de parler de leur vécu, qui n'ont pas peur de parler de leurs échecs, qui n'ont pas peur de parler de leurs limites. Donc tout ça, le storytelling va être on va dire un dénominateur commun chez les. Et puis à l'école également, vous avez dit, hein, on peut venir avec, on peut naître avec cet état, ce charisme naturel. Et puis, ça se développe à l'école. On appartient tous à une bande. Quand on va dans une école, quand on commence les cours, il y a toujours un chef, ou la chef, tout ça. Je veux dire, est-ce que là, c'est pas un creuset, c'est pas un aperçu, c'est pas, il n'y a pas des choses qui se jouent là-bas? Mais en même temps, dans ce genre de groupe-là, il y en a un qui s'autoproclame chef, mais qui est quand même, est-ce que le mot est manipulé? Qui est quand même orienté par un leader à l'intérieur. Ce que vous dites est tellement vrai. Il y a un qui se proclame chef et puis il y a un qui ne parle pas. Là. C'est lui le vrai chef. C'est lui le vrai chef. Mais c'est souvent ça. Vous savez, très souvent, il y a ce petit, on va dire, dicton ou adage qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme, par exemple, ce genre de choses. Donc le leader ne va pas forcément être celui qui va se mettre devant. Hein. Ça va être souvent celui qui va J'adore cette assertion. Oui, il y a des gens qui sont derrière, dans l'ombre, mais qui impulsent beaucoup de choses, qui impulsent le changement, qui inspirent le changement. Donc c'est vrai, depuis l'enfance, lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est enfant, on a tendance à se dire, bon voilà, dans le groupe, il y a celui-là qui est leader, mais ça ne t'empêche pas, toi, à manifester ton leadership. Oui. Et même quand on prend les enfants d'une même famille, très tôt, il y a certains, parmi les enfants, il y en a certains qui commencent rapidement à manifester un leadership incroyable, et d'autres qui, après, se révèlent en grandissant. Et c'est tellement très important ce que vous dites, ça ce sera pour terminer, que les universités américaines ont tellement bien compris cela. Il y a des fraternités où c'est un creuset quoi, de leadership et ça vous suit toute la vie. C'est ça. Les fraternités, les sororités, c'est ça où on donne la possibilité à l'étudiant d'exprimer son leadership. Et c'est important. Je pense que très tôt, il faut commencer à mettre les enfants dans des situations dans lesquelles ils peuvent exprimer leur leadership. Absolument. Ils peuvent manifester ce leadership-là. Il ne faut pas les éteindre. Il faut les laisser grandir. Et pour la fin, je veux juste apporter une petite nuance. Le leader, c'est une personne qui est convaincue, qui est passionnée, qui a des convictions, qui a des valeurs. Mais le grand leader, c'est la personne qui sait manier ses convictions avec compassion. C'est-à-dire quand il est en face de quelqu'un qui n'est pas d'accord, pas besoin de se déchirer. Il faut chercher à comprendre, avoir de la compassion pour cette personne qui ne partage pas tes idées et qui n'est pas arrivée au même niveau que toi. Socialement, dans nos pays, je pense qu'on vivrait mieux si nos leaders, convaincus et passionnés, maniaient leur passion avec beaucoup de compassion. Message entendu. À bon entendeur, le flash. Madame, Monsieur, vous suivez l'actualité internationale. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Le Premier ministre français a remis hier à des collégiens de Dijon le prix Ilan Halimi dédié à la lutte contre les préjugés racistes et antisémites. Édouard Philippe a décerné pour la première fois au niveau national ce prix dans un sombre contexte marqué par un très fort rebond des actes antisémites en France en 2018
et plusieurs graves dégradations anti-juives ces derniers jours. On écoute le Premier ministre français, Édouard Philippe. Aujourd'hui, je m'exprime avec un cœur qui est forcément assez lourd et une forme de rage au ventre. Je ne me départis pas de mon optimisme et de ma foi dans l'humanité, mais le boxeur que je suis sait dire quand il a pris un coup et quand il a pris un coup qui marque. Et mesdames et messieurs, nous prenons des coups. Nous prenons des coups quand on vomit sur la mémoire d'Ilan Halimi. Nous prenons des coups quand sont tracées des croix gammées sur le visage de Simone Veil. Nous prenons des coups quand des agressions se multiplient contre les personnes et contre les biens, à raison de ce qu'ils sont. Nous prenons des coups quand, reprenant l'idéologie et la phraséologie nazie, on trace à la peinture jaune sur les vitrines la mention Juden. En Espagne, le procès historique de 12 dirigeants indépendantistes catalans pour la tentative de sécession d'octobre 2017 s'est ouvert hier à Madrid. Alors que la question catalane enflamme toujours autant les esprits en Espagne, grand absent, l'ex-président catalan Carles Puigdemont, qui a fui en Belgique pour échapper aux poursuites, a qualifié ce procès de mascarade devant la presse à Berlin et jugé qu'il serait un test de résistance pour la démocratie espagnole. Les audiences vont durer 3 mois et le verdict n'est pas attendu avant le mois de juillet. Tout comme Carles Puigdemont, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier à Barcelone pour dénoncer le procès qui s'est ouvert à Madrid, brandissant des dizaines de drapeaux indépendantistes. Décider n'est pas un délit, a lancé le vice-président du gouvernement régional catalan, Pere Aragonès. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Alix et Marco ne sont pas loin. Merci Régis. Vous pouvez manger maintenant, Régis? Ben oui, il avait promis qu'après son dernier flash. Régis, pour la première fois de sa vie, Régis va manger des galettes. Enfin, c'est ce qui nous fait croire. La première fois de sa vie. La première fois de sa vie. Comment? C'est pas la première fois. Ah non, 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 vous avez dit que... C'est une dégustation d'anthologie alors. Vous avez dit que on fait livrer le croissant. Et la livraison, c'est tout de suite. C'est pour quelle heure? C'est pour 7h30. 7h30. Bon appétit. Ne nous oubliez pas, n'oubliez pas toute l'équipe. Merci Régis. On se retrouve demain? Demain. Toujours avec le Oui, même demain jeudi. Valentin. Ah ben oui. Vous avez une déclaration à faire demain? Ah oui. Ah bon? D'accord. Mesdames et messieurs, intéressant tout ça. Demain, restez avec nous. On aura les flashs ou le flash, mais on aura la déclaration après le flash de notre Régis Kofi national. Ça promet en tout cas, ça caliente, promet. caliente. Oui, caliente. Merci beaucoup Régis. Et donc, allez à vos stylos pour bien rédiger votre déclaration. Justement. Et nous, on va vous rédiger aussi les règles ou piliers à avoir pour maintenir votre couple de bons termes, dans une atmosphère en tout cas paisible et surtout pour le long terme. C'est ça le plus important. On va leur donner notre secret, pourquoi ça marche entre nous? Ben, demain. Demain, on offre beaucoup de cadeaux, donc demain, on va leur donner le secret de notre vie de couple. Oui, matinale. Mais hélas, avant... 95 minutes seulement, et puis après, on me jette, comme ça. Non, toujours avec moi. Même pour l'heure, nous, on part pour notre Liban. À tout de suite. La vie de couple, la chose la plus merveilleuse, parce que il faut la compréhension, la sincérité, la confiance. Le meilleur couple, il faut d'abord consulter ta femme avant de faire quoi que ce soit. Un jour, on s'est chamaillé, je lui ai dit, bon, écoute, on peut se dire tout ce qu'on veut, hein. Une autre union là, mettons ça dans une boîte qu'on garde quelque part. Personne n'a le droit de toucher à cela. On peut faire tout, mais la séparation n'est pas concernée. Quand il y a quelque chose qui s'est passé la journée, on laisse la journée, vers les 4 heures du matin, on se réveille. Si c'est lui qui s'est réveillé, c'est l'homme qui... Ben, nous les femmes, on a une orgueil en nous. Mais si tu es en faute, tu n'as jamais dit à un homme que non, tu m'as fait ça. C'est lui qui se lève chaque fois pour me dire non, ça là s'est passé, ça s'est passé, vraiment, je te demande pardon. Amour réciproque, respect, confiance et fidélité sont souvent cités au nombre des piliers sur lesquels doivent s'appuyer le couple en vue de son épanouissement. Les principaux piliers, on peut parler de la confiance,
Et puis, quand on vit en couple, il faut une maîtrise de soi en toutes circonstances. Moi, je trouve que c'est la communication. Un couple est basé sur la communication, et puis de deux, sur la confiance. Si les deux la règnent dans un couple, le couple peut aller de l'avant. Il y a la soumission, il y a la fidélité, il y a l'amour et le respect mutuel. Les piliers là ont servi à quelque chose de très important. Là, si tu es malade, dans un premier temps, quand on tombe malade, quelle que soit la gravité du mal, l'épouse doit soutenir son conjoint. Se côtoyer jour après jour permet au couple de se connaître et de se connaître trop bien. Et oui, il faudra faire le deuil de ses illusions. L'autre n'est pas comme on l'avait rêvé. Déception, frustration et ennui, c'est tu l'amour terrasse tous ceux qui n'ont pas réussi à asseoir des bases sur lesquelles s'appuyer pour construire tous leurs projets communs. Quand ces piliers sont bafoués, on peut pardonner. Mais quand c'est exagéré, vaut mieux se séparer que de mourir à petit feu. C'est ce comme tout est détruit en toi. Quand les piliers sont bafoués, souvent on a recours à ceux qui, moi, puisque je suis chrétien, je fais recours d'abord à mon père spirituel. Quand papa et moi on a un conflit, ça se règle dedans là-bas. Parce qu'une fois que vous êtes en conflit, que ça sort dehors, j'ai l'impression que la situation s'aggrave. Tout c'est dans la communication. Si vous réglez à deux tout ce qui se passe dedans, il n'y a pas de problème. Voilà, les Ivoiriens sont magnifiques. Sont magnifiques et naturels. Et moi, je suis fier et toujours honoré d'être Ivoirien, quoi. Ça se passe dedans là-bas. Ça ne doit pas sortir. Ça, c'est la femme qui a dit ça. Les piliers de la vie de couple, d'une vie de couple réussie. C'est quoi ces piliers? Alors, avec notre chroniqueur, on a tablé sur 7 piliers. 7, un chiffre, on dit que c'est le chiffre divin. Alors, d'abord, on va définir les 7 piliers. Quels sont ces 7 piliers? Et puis, on va aller étape par étape. Bonjour Marco, bonjour Alix, bonjour à la Côte d'Ivoire, bonjour au monde. Il faut savoir que les questions de couple sont très très importantes. Et c'est parce que c'est important justement qu'on doit définir les choses à la base. Il faut savoir qu'il y a des perspectives, il faut savoir qu'il y a des choses sur lesquelles le couple doit se fonder pour pouvoir définir en quelque sorte son bonheur et travailler à son bonheur. Donc moi j'ai identifié 7 piliers sur lesquels le couple doit être construit en fait. Et les 7 piliers, il faut premièrement se dire qu'on doit avoir des perspectives réalistes. En termes de perspectives réalistes, c'est-à-dire des visions de la vie de couple qui soient réalistes, qui ne soient pas trop idéales et idéalistes. Il faut ensuite entretenir dans le couple une bonne communication. Troisièmement, il faut développer une bonne faculté à résoudre les crises. Si on ne le fait pas, bonjour les dégâts dans le couple, alors qu'il ne faut pas. Et quatrièmement, il faut qu'il y ait une acceptation de la personnalité de l'autre, parce que ce n'est pas toujours évident. Ah ça. Cinquièmement, je ne fais pas dire. Il faut qu'on ait en partage des valeurs éthiques et religieuses. Sixièmement, il faut qu'on s'entende sur un minimum d'obligations, de devoirs à partager dans le couple. Et puis, enfin, il faut s'entendre sur les loisirs. Comment gérer les loisirs dans le couple. Ce sont les différents aspects, en général, qui reviennent quand les couples sont en problème, en fait. Okay. Donc, c'est pourquoi moi, je les ai identifiés comme ça pour aider les gens à pouvoir les surmonter, en fait. Alors, docteur, on va démarrer avec les perspectives, d'ailleurs. Les perspectives réalistes. Il faut se dire qu'avant le mariage, en général, chacun de nous a des rêves. Quand je veux me marier, ma vie de couple sera rose, tout ira bien. Le prince charmant. Voilà, il n'y aura pas de palabre. La princesse charmante. Ma femme sera toujours là, mon mari sera toujours là. Ça, ce sont les perspectives, ce sont les visions qu'on a avant de s'installer dans le couple. C'est légitime. Hein? Normal. Mais il faut savoir que la vie de couple ne se passe pas comme ça. Après. La réalité veut que votre mari ne sera pas toujours là. La réalité, c'est que vous ne serez pas toujours en entente parfaite. Il y aura toujours des couacs dans le couple. Il faut le savoir d'avance. Quand on n'a pas une mesure réaliste de ces choses, quand on rentre dans le foyer, la déception s'installe dès la première année. Parce qu'on se rend compte que, ah ben, celui qui était là, je pensais qu'il allait être là tous les jours, malheureusement, il est tout le temps parti. Et là, je suis tout seul, je suis toute seule, et ça pose problème. Donc, il faut essayer d'avoir des
des perspectives qui soient réalistes, pour ne pas que ça soit problématique une fois installé dans le couple. Ça, c'est le premier palier, c'est-à-dire avoir des perspectives réalistes, savoir ce pourquoi on est là et ce à quoi on doit s'attendre. Ça, c'est très important. Absolument. Alors, entretenir une bonne communication. Très souvent, dans les séparations, dans les divorces, on entend... Qu'est-ce qu'on entend là? Parlez-vous? Non, il y a un mot là pour dire incompatibilité d'humeur. Voilà. Ça, la communication, le déficit de communication, on n'est pas loin, n'est-ce pas? Oui, la communication, c'est la première cause, sinon la deuxième, enfin, ça dépend de comment on se classe, c'est la première cause, en fait, de divorce dans les couples, la communication. Ouais, tout se gâte qu'on ne se parle plus. Tout tourne autour de la communication, tout s'entretient avec la communication, tout se forme autour de la communication. Donc, la communication, c'est le pilier essentiel. Et quand il n'y a pas d'apprentissage des règles de la communication, il y a problème. Parce qu'on confond communiquer et dialoguer, on confond communiquer et parler. Communiquer, ce n'est pas seulement parler. Communiquer, ce n'est pas seulement dialoguer, ça va au-delà de ça. Il faut apprendre à se parler. Et pour apprendre à se parler, il faut premièrement apprendre à se connaître. Qui est en face de moi? Qui suis-je? Quelles sont mes façons à moi de parler? La personne qui est en face de moi, à qui je veux parler, quelle est son éducation? Quel est son tempérament? Quel est son profil de personnalité? Il faut que je tienne compte de tous ces aspects avant de pouvoir m'engager dans une communication fructueuse. C'est important. Parce que le piège, en général, c'est qu'on veut que les gens communiquent comme nous, on aurait communiqué. On veut que les gens nous parlent comme nous, on aurait voulu. Alors que chacun a son histoire. J'entendais tout à l'heure dans l'élément filmé, la dame qui disait que quand il y a un problème, moi, je réveille mon mari à 4 heures. Mais qui vous a dit que lui, il aime qu'on le réveille à 4 heures? Qui a dit que c'est à 4 heures qu'on doit parler? Et qui a dit que le lit, c'est le lieu où on doit régler les problèmes? Le lit, ce n'est pas un tribunal. On ne règle pas les problèmes dans le lit. On les règle hors du lit. Ça, c'est un problème que les gens ont en général. Une mauvaise compréhension, c'est les perspectives, je disais tout à l'heure, qui sont liées à nos éducations, à notre culture. On a entendu maman dire, moi, quand je suis en histoire avec ton papa, c'est à 4 heures du matin, je le réveille. Donc, ma fille, quand tu rentres dans ton mari, il faut faire comme ça. Mais le mari de maman n'est pas mon mari. Ma femme n'est pas ma maman. Donc, je dois apprendre à identifier le profil de ma femme, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Peut-être que quand ma femme dort, elle n'aime pas qu'on la réveille, pour quoi que ce soit. Donc, je la laisse dormir, et quand elle est réveillée, on fait ce qu'il y a à faire. Quand vous me regardez de cette façon... Non, vous parlez, je vous regarde. Oui, c'est très important. Mais pourquoi vous riez? Non, j'anticipe sur ce que vous pensez. Vous lisez de mes pensées maintenant. Il s'en passe des choses sur le plateau. Alors, pour parler des conflits qu'on devrait régler justement, comment développer cette faculté-là, ou la bonne faculté à résoudre justement les problèmes? Tout à l'heure, on est parti du départ. Quand les gens disent, par exemple, que je vais vivre dans un foyer, il n'y aura pas de problème, ou bien alors, quand il y aura les problèmes, voilà comment les résoudre, etc. Il faut apprendre à résoudre les conflits. L'apprentissage de la résolution de conflits est une compétence essentielle à avoir dans le couple et pour les personnes qui veulent s'installer en couple. Apprendre à résoudre les conflits. Parce que les conflits sont inévitables dans le couple. Il ne faut pas que les gens s'installent dans le rêve en pensant que ça ne va pas venir, ça ne va pas arriver, ça ne peut pas arriver. Ce n'est pas vrai. Les couples, il ne peut pas y avoir deux intelligences différentes, deux éducations qui s'entrechoquent, deux cultures qui s'entremêlent, deux mondes différents qui s'installent ensemble l'un à côté de l'autre, et puis tout va se passer comme si on était sur des patins à roulettes. Ce n'est pas possible. Il y aura forcément des chocs, des couacs. Donc, il faut apprendre à résoudre les conflits. Comment résoudre les conflits? C'est tout un séminaire. Mais on peut juste donner quelques perspectives, quelques compétences aux gens en leur disant que quand on est dans une perspective de résolution de conflits, on va sur la table avec des propositions. Parce que quand on a pu détecter qu'il y a un problème, c'est qu'on a forcément les solutions à ces problèmes. Quand je reproche quelque chose à ma femme, c'est que j'ai en même temps des points que je peux lui proposer, qu'elle peut adopter. Donc, il faut que quand je vais à la résolution du conflit, que je n'aille pas seulement pour lui faire des reproches, lui dire qu'elle a fait ça, qui n'est pas bien, s'installer dans les reproches, revenir sur l'histoire, ressasser le passé, etc. Il faut que je m'en tienne à l'acte qui est confligène ici. Quand j'ai fini d'exposer l'acte confligène, il faut que je ne m'attaque pas à la personne de ma femme, mais que je m'attaque à son acte.
Je ne m'attaque pas à la personne de celui ou celle qui est en face de moi. Je m'attaque plutôt à l'acte. Je condamne l'acte. Et quand je finis de condamner l'acte, je fais des propositions, plusieurs propositions à la personne, parmi lesquelles la personne devra choisir. Et quand on a choisi parmi ces propositions-là, on va tout faire pour les mettre en œuvre. Et quand on met en œuvre, on va tout faire pour évaluer. D'accord. Il faut revenir dessus régulièrement pour voir, en s'étend dans un seul aspect. Alors en 4, c'est dommage, on n'a pas assez de temps, il reste déjà 15 minutes. En 4, nous avons l'acceptation de la personnalité. Et Dieu sait que c'est difficile. Chacun a grandi de son côté. Chacun a eu son éducation. Chacun a eu sa manière de vivre. En tout cas, vraiment, c'est deux étrangers, entre guillemets, qui vont vivre ensemble. Comment accepter la personnalité? Tout le défi du couple est là. Tout le défi du couple est dans la personnalité. Et la psychologie différentielle va vous dire ce que c'est que la personnalité. En fait, c'est un bagage avec lequel chacun de nous vient. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut pas modifier. Lourd comme léger. Voilà. Et on ne peut pas modifier la personnalité de quelqu'un. On peut y travailler. Essayer d'amener la personne à se parfaire, à laisser tomber certains aspects. Mais dire qu'on va obtenir un changement radical d'une personnalité, c'est quasi impossible. C'est utopique. C'est utopique. Là se trouve le problème. Parce que dans les couples, on s'est dit, oh ça, je vais le changer. Et on se rend compte qu'on n'arrive pas à le changer. Je vais la maîtriser. Alors qu'aprais, c'est nous-mêmes, on est... Il y a des changements qu'on peut obtenir facilement. Par exemple, les choses qui sont acquises. Moi, je nais, je suis un fumeur, je suis noceur, je suis souvent en boîte de nuit. C'est des choses, je ne suis pas né en boîte de nuit. Je ne suis pas né avec une cigarette à la bouche. Ça, c'est des choses que je peux facilement laisser tomber. Mais mes traits de caractère, mon tempérament, si je suis flegmatique, je le suis à vie. Si je suis sanguin, je le suis à vie. C'est des choses que je ne peux pas changer. Ça ne peut pas changer. On peut juste me donner des compétences pour maîtriser, par exemple, mon côté colérique, pour sortir un peu, par exemple, de ma tiédeur quand je suis flegmatique, etc. Mais on ne peut pas faire d'un flegmatique un sanguin. Marco, qui est exubérant, par exemple, et tout, on ne peut pas le confiner. Marco est exubérant, vous avez fait mon... J'ai scanné Marco. L'analyse de la personnalité. Exubérance positive, j'espère. Absolument, absolument, oui. Il est débonnaire. Il est débonnaire, il fait rigoler les gens, c'est toujours bon avec lui, c'est la gaieté. Oui, c'est bien d'être assez voilà. J'aimerais beaucoup qu'autour de moi, ça me fasse rigoler. Hein. Mais je suis là, moi, déjà. C'est un message subliminal. Une personnalité comme celle-là, on ne peut pas la confiner. Essayer de la confiner, c'est l'étouffer complètement. Franchement. Voilà. Oui, et donc... parlez, je vous aime de plus en plus. Vous savez, des gens comme ça, on ne peut pas les... Non, de temps en temps, on doit les laisser. Voilà, c'est ça. Il faut juste définir le cadre et laisser les gens s'exprimer. Définir le cadre et laisser les gens s'exprimer à l'intérieur du cadre. Exprimer leur potentialité, leur personnalité. Parce que ça, comme je l'ai dit, c'est un bagage avec lequel on vient et on retourne là d'où on est venu. Donc, il faut accepter la personnalité de l'autre. Ne pas se dire, oh, mais celui-là ou bien celle-là, vraiment, je découvre de plus en plus qu'elle était comme si... Tu vois son vrai visage. Je vois son vrai visage. Alors que le visage, il a toujours été celui qu'il est. C'est nous qui n'avons pas porté les vraies lunettes, les bonnes lunettes pour voir la personnalité de comme quoi l'amour est aveugle, mais quand l'amour se met à aller chez l'ophtalmologue, on découvre des choses. Absolument. Et ça, c'est l'ophtalmologue, c'est le temps. Et c'est la pratique. C'est les échanges quotidiens. Donc, il faut comprendre que dans une relation de couple, on ne va pas dans une relation de couple pour retrouver son vis-à-vis. Je ne vais pas pour retrouver un autre moi en ma femme. Non, il faut que je comprenne que ma femme, elle a une personnalité différente, une éducation différente, une culture différente, un monde différent, un tempérament différent, des goûts différents, des visions différentes. Elle a tout différent. Des défauts différents. Elle peut avoir tout différent de moi. Il faut que je l'accepte et il faut qu'elle l'accepte. Qu'on comprenne. Voilà. Et quand les deux mondes vont s'affronter, ce n'est pas dans un choc, c'est dans une sorte de complémentarité. Exactement. On essaie de voir qu'est-ce qui dans ma femme ne me plaît pas. Et puis je lui propose des choses pour corriger. Elle va me dire ce qui en moi ne lui plaît pas. Et moi, je vais tout faire, ou elle va m'y aider, on va arriver à des changements. C'est cela. Le mot-clé, c'est la complémentarité dans la différence. Absolument. Voilà. La complémentarité c'est bien dit dans la ça. différence. Merci pour le mot. Je vous en prie. Alors, on passe à la prochaine étape, c'est le partage des valeurs éthiques et religieuses. On avait déjà entamé. C'est un sujet sensible, ça. Oui. Sujet sensible, mais pourtant réaliste. Et il faut qu'on en parle un peu, sans rentrer vraiment dans les aspects conflictuels. Parce que nous sommes une chaîne laïque. Et dans les dénominations. Absolument. Il faut savoir que quand on n'a pas la même vision de la vie, c'est là qu'il y a les chocs. Regardez deux droites qui sont parallèles. Il n'y a pas de risque que ces deux droites-là se croisent. Ça dépend de l'ingénieur.
Donc, quand on regarde dans la même vision, il n'y a pas de risque qu'il y ait des chocs, en fait. Il y a des chocs quand, par exemple, la droite qui est là va à droite et puis il y a une autre qui est perpendiculaire et tout. C'est là qu'il y a le croisement. Donc, il faut savoir que quand on n'a pas les mêmes valeurs... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Dites-nous le fond de votre pensée. Le fond de ma pensée, on retombe sur les valeurs éthiques. Quand on n'a pas les mêmes, on va faire court, quand on n'a pas les mêmes valeurs éthiques et religieuses, mieux vaut ne pas se mettre ensemble. Ce serait ça l'idéal. Okay. Ce serait ça l'idéal. Des gens vont aller dans des développements philosophiques, mais la vie de couple, ce n'est pas de la philosophie. C'est de la réalité. Voilà, les développements philosophiques, c'est oui, on peut s'entendre, on peut essayer d'accorder les religions. Un seul Dieu. Ça, moi, je ne rentre pas dans ces aspects-là. Moi, je dis... On peut s'entendre là-bas. Ceux qui ont envie de rentrer dans ces logiques-là, c'est leur problème. Ils peuvent y entrer. Mais moi, je vois, en tant que thérapeute, qu'au quotidien, les gens viennent me voir et ils me posent des problèmes. Et quand vous analysez ces problèmes-là, c'est des problèmes liés simplement à des valeurs qu'ils n'ont pas en commun. Des valeurs qu'ils n'ont pas en commun. Je vous donne un exemple. Il y a un de mes oncles qui est quitté à Manfla et qui est venu et il est allé chez sa belle-fille et il se réveille le matin et la belle-fille lui fait ça. Mais le vieux, mais tu es sapé. Alors que chez moi à Manfla, quand tu fais ça à quelqu'un, tu es en train de l'insulter. Ça veut dire, quand on dit en gourou, on dit il suit, c'est une injure. Alors que pour la belle-fille, le vieux, c'est un compliment. Donc, le langage. Différence de valeurs éthiques, de valeurs sociales, culturelles. Le vieux, il s'est levé le matin, il a dit à son fils... Réunion de famille. Je rentre au village aujourd'hui même. Ah là là. Pourquoi, papa? Il dit non, je ne peux pas t'expliquer, mais il faut que je rentre. Et il est rentré. C'est des années après, il a expliqué aux gens, mais ma belle-fille, elle est très impolie. Je vais chez elle à la maison, je ne lui ai rien fait, elle se réveille le matin. Moi, un vieux comme ça, qui suis plus avec son père, elle me fait ça. Il suit, De quoi s'agit-il? Problème de valeur, problème de culture. Papa, pardon. Pardon. Donc il faut qu'on s'entende. Il faut qu'il y ait un minimum d'entente. Enfin, j'exagère un peu, mais il faut qu'il y ait un minimum d'entente sur les valeurs éthiques et religieuses, les valeurs morales également. Parce que même dans la culture, il y a des choses qui séparent les gens facilement. Ok, il nous reste 4 minutes. Alors, le sixième pilier, l'entente concernant les obligations de chacun. Quelque chose me dit qu'on a des espèces sonnantes et trébuchantes. Oui, souvent on attend ça, souvent on entend les gens dire beaucoup de choses sur ce sujet. Il y a des couples où on s'entend dans tout ce que vous voulez. Mais quand il s'agit d'argent, chacun prend sa route. Ce qui serait silencieusement. Ce qui serait idéal, c'est que les gens s'asseyent et s'entendent. Comment on va gérer l'argent dans notre couple? Ah, c'est ça. Il ne faut pas qu'on rentre dans l'improvisation et qu'on se mette ensemble et puis après, bon, moi je gère mon argent comme je veux, madame, et puis on se plaint à tout moment. On tape à la porte, vous demandez l'argent de gaz ou bien de boîte d'allumette, tout ça. On s'assoit, il faut s'entendre dessus. On s'assoit et on définit les règles. Comment dans notre couple, pas dans le couple du voisin, comment dans mon couple, je vais gérer l'argent. Il faut qu'on s'entende. Comment dans notre couple, on va gérer notre argent. Et on va gérer l'argent en connaissance de nos capacités, de nos feelings. Parce que, par exemple, moi, je connais mon rapport avec l'argent. Justement, j'allais en venir. Moi, je sais que je suis hyper dépensier. Si, Marco, si vous sentez l'odeur d'argent sur moi, si vous mettez à côté de moi, vous allez tout me prendre. Parce que je ne saurais pas dire non. Ça, je sais. Merci pour le filon. Quand c'est comme ça, je le dis à ma femme, voici ma faiblesse. Donc moi, je ne touche pas à l'argent de notre couple. Quand l'argent vient, il dit, maman, tiens, tu gères. Et ça, quand les beaux-parents savent que vous faites ça, c'est un scandale. Ils ne sont pas obligés de savoir. Ils sont pas obligés de savoir. Oui, ils ne sont pas. Mais quand ils savent, tout ça, il faut gérer. Tout ça, il faut gérer ça. Oui, avec tact et délicatesse. Il faut comprendre qu'on est dans un papato dans le coin qui peut donner les sons. Papato, c'est des... Comment on dit ça en français? Ceux qui parlent après, ils parlent derrière. Comme on sait qu'on est dans un contexte culturel où les gens ne tolèrent pas certaines choses et tout ça, il faut en tenir compte. Créer ses secrets. Voilà, et voilà, l'entente du couple. Est-ce qu'on peut garder des secrets dans le couple pendant longtemps? Non, ça dépend des Parce qu'il est de notoriété publique qu'à la première dispute, on déballe tout. Nos voisines du sexe voisin, pour dire ça comme ça. Enfin, oui, continuez. Voilà, donc je disais qu'il faut s'entendre sur comment gérer les obligations de chacun. Qu'est-ce que monsieur doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire dans le couple, qu'est-ce que madame doit faire, où est-ce qu'elle peut aller, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire, etc. Il faut qu'on s'entende sur ces différentes choses-là avant d'entrer dans le couple. Ce serait l'idéal. Et quand on ne l'a pas fait, qu'on est dans le couple, il faut s'arranger pour en parler de sorte que ça ne soit pas problématique après. Donc, quand on a fini de s'entendre sur ces minimums-là, des obligations,
il y a un dernier aspect, il faut s'entendre sur les loisirs. Très important. On va décompresser un peu maintenant. Voilà, il faut s'entendre sur les loisirs. Et il faut avoir des loisirs communs. Merci. Madame aime lire. Elle est toujours à la maison, elle aime lire. Elle n'aime pas sortir. Monsieur aime décompresser un peu parce que son métier est un peu difficile. Comment on fait ça, docteur? On s'entend. Comment on peut concilier? Elle aime lire, elle ne veut pas sortir. OK. Moi, j'ai envie de décompresser. Ma chérie. On prend ce livre et puis on va avec. Je te propose, prends toute la bibliothèque. Prends la librairie si tu veux. Allons à Assini. Voilà. Donc, on est à Assini. Pris la store au bord de la piscine. Et moi, je suis en train de faire du jet ski. Elle va dire non, le bruit des vagues me gêne, je vais lire. Elle est compliquée, hein, dis donc. Je vais lire tranquillement. C'est des compromis. Oui. Merci Alex, c'est des compromis. Il faut qu'on fasse des compromis. Dans le couple, on doit faire des compromis. Et ce sont les compromis. Jusqu'à quel degré? Combien de pourcentage? Parce qu'il y a des fois, on se compromet, c'est comme on met de l'eau dans son bissap. On met tellement de l'eau qu'il n'y a plus de bissap, finalement. S'il faut. Jusqu'à quel degré, quel pourcentage on fait des compromis? Vous savez, il y a une conception, mais bon, peut-être que je vais sortir légèrement de, non, c'est pas grave, cet aspect-là. C'est pas grave. Il y a une conception un peu bizarre de l'amour qu'on a ici. Ici où? En Afrique? Particulièrement dans le contexte ivoirien. Il faut comprendre que l'amour, c'est le don de soi. Total. C'est mettre une croix sur soi. Ça, c'est ma conception à moi. Hein. Mettre une croix sur soi et se donner entièrement à l'autre. C'est-à-dire que nous avons des visions, nous avons des choses et tout ça. Et quand moi je me dis, mon rôle dans mon couple, c'est de donner le sourire, le bonheur à tous les prix à mon épouse. Quand elle aussi, elle a le même discours, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas. Il n'y a pas de raison. Donc il faut qu'on s'abandonne entièrement et totalement. Il y a une aberration que je vois ici, c'est quand les gens, par exemple, sont des fonctionnaires. C'est un exemple que je prends. Il prend des vacances seul. Monsieur, il prend ses vacances en mars. Et sa femme, elle prend ses vacances en novembre. Il faut coordonner. Parce qu'ils n'ont pas de vision commune concernant la gestion des loisirs. Vous savez, les Européens qu'on copie à tout vent, eux, ils ont compris une chose. La majorité des gens qui travaillent, ils vont en vacances dans les mêmes périodes. Oui. En général, pendant les vacances scolaires, pour que la famille soit réunie. Les enfants sont en vacances. Créer des liens. Monsieur prend ses congés dans la même période que sa femme et on va en vacances ensemble. Regardez, les gens sortent du bureau, ils ont des loisirs solitaires. Monsieur se lève, il s'en va boire une bière avec ses amis en after work. Sa femme est la gardienne des enfants à la maison, elle est en train de se battre avec les casseroles. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on apprenne à avoir des visions communes de la vie, qu'on fasse les choses ensemble, qu'on soit, ce que je dirais, pour emprunter le mot en anglais, qu'on soit family oriented. Qu'on soit orienté famille. Toutes nos excuses pour ceux qui ont envoyé des questions concernant la religion. Excusez-nous, mais on ne peut pas traiter ça. C'est trop délicat. Nous sommes une chaîne de télévision laïque, donc on ne peut pas vraiment opposer. Ce n'est pas notre but. Seulement, on peut dire merci beaucoup à notre consultant, docteur Zabi Frédéric de Manfla. Et on demande encore pardon au vieux. Comme ça veut dire que le vieux a été magnifique. C'était bien. Comment on dit pardon en gourou? Il est zanté. Il est zanté, papa. Voilà. Anti, il est zanté. Anti, il est zanté. Allez, on salue tout le monde. On salue tous ceux qui nous regardent de Manfla, de Diego Nefla, voilà, partout dans le monde. Et puis, passez une très bonne journée, toujours sur RT1. Réalisation, Christelle Akossa et toute son équipe.